Bonjour à tous les élèves de 5e agent d'éducation. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Goffard, G-O-2-F-A-R-T et je serai votre professeur d'éducation à la santé cette année et l'année prochaine en 6e également. Et donc, voilà, vous savez que la situation sanitaire est un petit peu complexe depuis 6 mois et c'est pour ces raisons-là que je ne peux pas être avec vous cette semaine en tout cas. J'espère être là le plus tôt possible. De toute façon, je vous tiendrai au courant, mais je vous envoie cette petite vidéo. Comme ça nous permet de faire un petit peu connaissance, de découvrir un minimum de quoi va parler le cours. Et puis également, ça vous permet de voir à qui vous avez affaire. Puisque non seulement je vais vous donner éducation à la santé, je vais vous donner également AIP, je vais suivre certains d'entre vous lors de leur stage, puisque je suis référente de stage. Et au deuxième quadrimestre, nous irons également nager ensemble, puisque je donne le cours de piscine. Donc du coup, comme ça, ça vous permet de me rencontrer un petit peu. En tout cas, je serai ravie d'être bientôt de retour et de pouvoir vous rencontrer en personne. J'ai déjà eu les messages de l'un ou l'autre, donc voilà, je vous découvre un petit peu comme ça change un peu par rapport à d'habitude. Voilà, alors, par rapport, donc je vais vous présenter un petit peu le cours que nous allons voir ensemble. Donc je pense qu'on vous a donné le syllabus. Voilà, c'est celui-ci. Ça va? Donc, vous pouvez le prendre devant vous, hein. Et vous allez voir, si vous ouvrez à la première page, vous allez trouver cette page qui est présentation du cours et intention pédagogique. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement ce sur quoi va porter le cours d'éducation à la santé cette année. Et donc, ceux qui n'ont pas eu cours en 4e avec Madame Yadadaïn d'éducation à la santé, donc qui sont pour la première fois par rapport à ce genre de cours, ne doivent absolument pas s'inquiéter, puisque la matière est très différente de ce qui a été donné en 4e. En 4e, c'était beaucoup de chapitres sur de l'hygiène de vie, c'est-à-dire l'alimentation, le sommeil, l'hygiène corporelle. Eh bien, la matière de 5e est très très différente, puisqu'elle porte essentiellement sur des premiers soins, et ça c'est une matière que personne n'a jamais eue. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir si pour vous c'est la toute première fois. Donc, je vous aurai cette année pendant 3 heures par semaine et en 6e année pendant 2 heures. Et le cours va porter sur des acquisitions qui sont théoriques et pratique. Vous avez ça ici, avec un système d'évaluation assez classique. Ça veut dire que je fais régulièrement des interrogations écrites, orales, des devoirs, parfois des travaux à rendre ou des petits travaux à réaliser en classe et à présenter, que vous présentez oralement ou par écrit. Ça va? C'est relativement pratique comme manière de faire, mais il y a quand même de la matière à étudier. Alors, donc cette année, vous le savez déjà, je pense qu'il n'y a pas de session d'examen à Noël. Donc de toute façon, ça se fera plutôt sur base d'interrogations plus régulières. Et donc, les 2 compétences principales sur lesquelles je vous évalue, c'est la maîtrise des connaissances et la deuxième, c'est technique éducative adaptée. Vous avez peut-être déjà vu que dans vos cours théoriques, il y a 4 compétences. Il y a également capacité de remise en question et communication adéquate, mais c'est vraiment sur les premières que vous êtes le plus interrogé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, attendez un petit instant. Donc, voilà, donc tout ce qui est maîtrise des connaissances, tout ce qui est études, c'est vraiment l'étude du cours. Vous allez voir que le cours d'éducation à la santé, il va vous sembler assez accessible parce qu'il est très pratique. On parle de choses que vous connaissez parce que ça tourne autour du corps, ça tourne autour des accidents, ça tourne autour des réactions à avoir par rapport à ça. Et ça va vous sembler relativement évident, ce qui est bien. Ce qui est... je préfère qu'on comprenne mon cours plutôt que d'être là tout perdu à me regarder sans voir.
Mais il y a une erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est qu'ils confondent souvent le fait de comprendre et le fait de connaître. Donc ne négligez quand même pas, pendant les interros et a fortiori à l'examen de fin d'année, d'étudier la théorie. Parce que vous allez vous rendre compte alors que vous comprenez, oui, mais que vous ne connaissiez peut-être pas suffisamment. Et ça, c'est parfois un peu le problème. Et alors, tout ce qui concerne les techniques éducatives adaptées, le cours est assez pratique. Ça veut dire qu'on va faire ensemble le brevet européen de premiers soins. Ça, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On va voir ensemble comment on fait des bandages, comment on s'occupe de quelqu'un qui est brûlé, comment on immobilise un membre qui est blessé, comment on aide une personne à se déplacer, parce qu'en tant qu'éducateur, vous allez avoir affaire à des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, mais comment est-ce qu'on la lève, comment est-ce qu'on l'assied. Et donc il y a toutes ces capacités pratiques aussi à gérer, à connaître. Et donc c'est pour ça que le cours porte vraiment sur ces deux compétences. Et il faut avoir l'un et avoir l'autre pour être en réussite au niveau du cours. Alors je vais vous montrer globalement la matière. Donc, hop. Voilà, donc ça c'est la table des matières du cours. Donc nous allons commencer, et je vais commencer ici via YouTube, donc par une introduction où on va essayer de définir un petit peu ce que c'est la santé. Et puis on va voir d'où vient la définition de la santé. Je vais vous parler un petit peu de l'OMS et aussi un peu de choses qu'on entend par rapport à la santé actuellement, vrai ou faux, vous verrez un petit peu. Et puis, le très très long chapitre qui va nous occuper pendant une bonne moitié de l'année, c'est tout ce qui concerne les accidents. Donc on va définir ce que c'est un accident, ce qu'on fait en cas d'accident. Il y a en tant qu'éducateur, vous allez avoir de l'administratif à gérer. On va voir un peu les déclarations d'accident, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on les complète, etc. Et puis on fera, dès qu'on aura la possibilité de faire vraiment des pratiques, ce qu'on appelle le brevet européen de premiers soins, sur lequel je vais revenir après, qui est un brevet que je vais vous donner, mais qui est validé par la Croix-Rouge. Donc ça, c'est un brevet tout à fait officiel. Vous pouvez d'ailleurs, une fois que vous l'avez, le mettre dans votre CV, c'est toujours intéressant. On va voir ce qu'on fait quand quelqu'un est blessé à une plaie, donc une personne qui saigne, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une personne qui s'est brûlée, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une personne qui a un traumatisme. Un traumatisme, c'est un choc, quel qu'il soit. Alors, dans le cours d'éducation à la santé, on voit les chocs physiques, hein, mais quelqu'un qui est tombé d'une échelle, qui a eu un accident de voiture, qui est tombé par terre, etc. etc. Ensuite, après ce très long chapitre, on va attaquer un chapitre ici qui s'appelle la manutention. Alors dans manutention, on entend manu, ça veut dire la main. Et donc c'est toutes les actions qui visent à déplacer des choses lourdes. Donc vous allez me dire qu'en tant qu'éducateur, on ne déplace pas des choses lourdes parce qu'on n'est pas déménageur, mais en fait on est amené, comme je vous l'ai dit là tout de suite, à déplacer parfois des personnes, à aider des personnes à se déplacer. Et bien on va voir comment le faire en sécurité, tant pour soi que pour la personne, comment ne pas se blesser, comment faire les choses correctement. Alors, on verra en chapitre 3 tout ce qui concerne la consommation de médicaments. Vous allez découvrir, si vous ne le savez pas, que les Belges sont quand même des champions dans beaucoup de choses, mais notamment dans la consommation de médicaments. Donc, on va un peu regarder ce que c'est, les différentes classes de médicaments. Et puis, est-ce que l'éducateur doit donner des médicaments? Est-ce que c'est son rôle? Je vous dis tout de suite que ce n'est pas son rôle, mais on verra exactement pourquoi, à quoi ça correspond. Et donc ça, ce sera vraiment la matière principale de l'année, ces 3 chapitres-là. Et puis de manière plus rapide, on verra ce que c'est l'état de choc et la gestion des crises que vous allez pouvoir rencontrer. Parce qu'on entend souvent les élèves dire qu'ils ont dû gérer une crise. Qu'est-ce que c'est une crise? Qu'est-ce que c'est une crise d'hyperventilation? Qu'est-ce que c'est une crise d'asthme? Qu'est-ce que c'est une crise d'épilepsie? C'est pas les mêmes choses. Et donc on va voir un petit peu tout ça. Voilà, donc ça c'est la table des matières. Donc du coup, déjà si à ce niveau-là il y a des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir par message si ça vous paraît clair ou pas tellement clair. Donc, vous avez de toute façon tout ce que je viens de vous expliquer qui est indiqué ici à la page 2 de votre syllabus. Donc ici, voilà, on vous explique 3 heures par semaine. Ensuite, acquisition théorique et pratique, le type d'évaluation.
Voilà, au niveau de la maîtrise des connaissances, ben voilà, connaître les problèmes spécifiques liés aux différents types de handicap, liés aux différents types de pathologies, ça va. Donc, connaître les produits et risques liés à la consommation de différents produits. Ben, je vous parlais des médicaments, par exemple, etc., etc. Voilà, vous pouvez vraiment lire ça à votre aise si vous voulez savoir plus. Alors ici, technique éducative adaptée, ben, assurer la sécurité du bénéficiaire et de l'agent d'éducation, pouvoir prendre la température, avoir des réactions adéquates devant les symptômes, etc., etc. Voilà, et donc je vous disais, pour réussir en éducation à la santé, il faut être en réussite dans la compétence maîtrise des connaissances, qui est MC, et dans la compétence technique éducative adaptée. Les deux sont vraiment importants. Alors, fin de la page 2. Voyez, déroulement ordinaire du cours. Ben, j'imagine que là, vous êtes tranquillement installé sur vos lits, dans vos canapés, dans votre salle à manger, avec votre téléphone à la main ou votre ordinateur. C'est en fait pas du tout le déroulement ordinaire du cours qui se fera dès que je serai de retour dans les locaux, dans vos locaux de classe. Voilà. Et s'il y a des modifications de locaux, à ce moment-là, je vous l'indique. Alors, j'en reviens à ce dont je vous ai parlé, le brevet européen de premiers soins, le BEPS, qui va vous être délivré. Donc ça, c'est important. Plus important encore, enfin non, c'est tout aussi important, ça fait partie de la matière des choses que vous devez avoir pour réussir vos qualifications, ce brevet de premiers soins. Donc si vous n'êtes pas présent, je ne peux pas attester que vous étiez là pour le BEPS. Donc ça va se passer en une quinzaine d'heures, ce BEPS. Mais si vous êtes malade, même si vous êtes couvert par certificat médical, à la fin du BEPS, moi je dois pouvoir attester que vous étiez, chacun d'entre vous, présent aux 15 heures. Si vous n'êtes pas présent, même si vous avez toutes les bonnes excuses du monde, je ne peux pas attester que vous étiez là, ce serait un faux en écriture de ma part, et donc je ne peux pas vous octroyer ce brevet européen de premiers soins. Je sais que la situation sanitaire est particulière, puisque je suis moi-même en absence pour le moment, mais vraiment, si vous avez un problème de santé, vous pouvez me le faire savoir, soyez couvert en tout cas par un certificat médical, mais si vous avez un problème, prévenez-moi à temps et essayez au maximum d'être là parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que des élèves ne recevaient pas leur BEPS parce qu'ils n'avaient pas été là aux 15 heures de cours. Et c'est pas toujours possible de réorganiser des séances supplémentaires pour moi. Donc soyez vraiment présents à ce BEPS, c'est vraiment très important. Vous en avez besoin pour votre qualif, vous en avez besoin aussi maintenant pour votre permis de conduire. Ça veut dire que depuis 2 ans, il faut, pour obtenir son permis de conduire, passer un petit diplôme de premiers soins qui est plus petit que le BEPS. Mais si vous avez le BEPS, vous montrez que vous avez votre BEPS, eh bien à ce moment-là, vous ne devez plus passer les 3 heures, je pense que c'est 3 heures ou 5 heures que le permis de conduire demande par rapport aux premiers soins. Vous êtes en ordre, vous avez votre BEPS, c'est OK. Ça va ? Une dernière chose par rapport au cours, je vous demande, à vous mesdemoiselles, hein, messieurs, je ne m'inquiète pas du tout pour ça, mais de mettre, quand on fait des cours pratiques, de plutôt mettre des pantalons et des chaussures qui sont confortables. Parce que si vous êtes en mini-jupe et en haut talon, et que vous vous retrouvez à 4 pattes à devoir faire un massage cardiaque, Enfin, moi, ça va pas me déranger, mais ça va vous déranger, vous allez être très mal à l'aise et ça va donner du spectacle à toute la classe. Donc, soyez attentifs à mettre des vêtements confortables quand on est en cours pratique. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été claire jusque-là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser de toute façon par écrit. Alors, je vais revenir sur le PowerPoint et on va pouvoir tout doucement commencer l'introduction au cours. Ah ben non, je vais d'abord vous mettre le début. Voilà, vous pouvez tourner ici. Vous arrivez à la page 4 de votre syllabus. Donc, et je vous ai noté introduction. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le concept de santé. Donc, on va définir ce que c'est la santé. Alors, eh bien, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un bic et noter dans votre syllabus comment est-ce que vous définiriez, vous, individuellement, chacun, comment est-ce que vous définiriez la santé. Donc, vous l'écrivez ici. Pour moi, la santé, c'est... Et puis, vous expliquez un petit peu la façon dont vous percevez ce concept-là. Ça va ? Donc, vous pouvez faire ça maintenant. Et puis, en deuxième lieu,
eh bien, quand vous pensez à santé, si vous deviez l'associer à quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Donc, si vous deviez associer la santé à un objet qui vous fait penser à la santé, vous pouvez noter ici qu'est-ce que ce serait. Peut-être pour moi, la santé, ben, c'est une seringue, ou c'est une boîte d'aspirine, ou c'est des chaussures de foot. Ça va? Qu'est-ce que c'est pour vous la santé? D'accord? Une fois que c'est fait, ben, vous faites la même chose. Un animal qui vous fait penser à la santé, une personne et une phrase. Alors, si on était tous en cours, je vous demanderais évidemment de définir chacun à votre tour comment est-ce que vous auriez défini justement la santé. Alors, il y en a peut-être qui auraient parlé de bien manger, de bien dormir, de se sentir bien. Au niveau de l'association à un objet, j'en ai déjà cité, un animal, peut-être des lions, un serpent pour la pharmacie, un chat, où on va voir en fait, si on demandait une personne, ça pourrait être vous-même, ou un sportif, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un de votre famille. Et donc, ce qu'on constate souvent, en fait, c'est qu'on a des représentations de la santé qui sont très très larges. Et c'est logique parce que la santé, c'est un concept justement qui est très large. Je vais vous remettre mon PowerPoint. Hop, hop. Alors, voilà. Voilà, donc que vous évoque le terme santé? Eh bien, c'est l'exercice que vous venez de faire. Je ne peux pas vérifier que vous l'avez noté. Il faudra que je pense à vérifier quand on se reverra que vous avez bien noté dans votre syllabus le petit exercice que je viens de vous demander. Mais c'est vrai que le concept de santé, eh bien, si on le prend comme ça recouvre énormément de pans différents du quotidien. Et on ne sait pas se détacher de son état de santé parce que ça fait partie de nous et c'est dépendant de tas de facteurs qui nous sont également extérieurs. Alors, ici, là, on voit tout ce qui concerne l'alimentation. On voit des fruits, des légumes. Vous en avez parlé certainement déjà dans différents cours depuis que vous êtes à l'école. Vous en avez entendu parler chez vous. On vous parle de l'alimentation saine. Ça, c'est quelque chose que vous avez entendu dans tous les sens. Si je vous demande à chacun individuellement c'est quoi bien manger, c'est quoi mal manger, vous avez tous des notions de ça. Et c'est vrai que souvent, quand on pense santé, on parle de ça. Il y a d'autres choses qui sont relativement évidentes, que vous avez déjà vues aussi. Ici, voilà, on voit l'hygiène au niveau bucco-dentaire, le fait de se brosser les dents pour éviter les infections type carie au niveau des dents. Ici, ceci, là, on voit des mains qu'on nettoie avec du gel hydroalcoolique. Alors, cette notion-là, si vous n'en avez pas entendu parler depuis 6 mois, dans ce cas-là, je pense qu'à mon avis, je ne peux rien pour vous parce que on n'arrête pas effectivement d'en parler par rapport à de la prévention au niveau de l'infection virale qui frappe pour le moment du Covid-19. Donc du coup, fatalement, vous en avez entendu parler. Alors il y a des choses peut-être qui sont moins évidentes. Ici, le sommeil, ça par contre, c'est tout à fait clair. Vous voyez bien le lien entre le fait de dormir suffisamment. Ici, le stéthoscope, ça peut faire penser au médecin. Vous avez toutes déjà vu un médecin, c'est généralement lié à la santé. Alors ici, tout ce qui concerne le sport, vous avez déjà un cours d'éducation physique et c'est vrai qu'on vous l'a certainement déjà dit aussi que le sport favorisait la bonne santé, quoique les accidents sportifs, c'est aussi une réalité. Donc effectivement, le sport c'est bien, mais ça peut aussi être un facteur dans lequel on se blesse. Alors si on en arrive à cette notion d'accident, on verra ensemble ça cette année. Ici, ça représente un accident de voiture avec évidemment les impacts indéniables que ça a sur la santé en termes de parfois d'invalidité permanente. Il y a des gens qui restent lourdement handicapés après un accident, voire il y a des gens qui décèdent dans un accident. Voilà, tout ce qui est notion de pharmacie et de médicaments, qui sont des notions qu'on va voir aussi et qui ont un impact bénéfique et parfois aussi négatif sur la santé, on va voir ensemble. Alors, il y a des facteurs peut-être un peu moins évidents. Ici, la pollution. Je ne sais pas si vous y avez pensé, là, quand vous avez défini la santé.
Mais la pollution est un facteur qui peut avoir un lien sur la santé. Ici, on voit un monsieur plus âgé. Ben, l'âge a fatalement des liens avec la santé. On n'a pas le même état de santé quand on a 2, 3 ans que quand on en a 80. On attrape des pathologies qui sont différentes. Il y a un âge pour attraper la varicelle et il y a un âge pour avoir de l'arthrose. Ce sont des choses qui sont embêtantes mais qui sont liées aussi à l'âge. Ici, on voit, là, ce sont des premiers soins. Hein. C'est une personne qui a eu une coupure probablement importante et qui a été recousue. Alors, la notion d'addiction, ça vous avez vu certainement en quatrième. Les dépendances, ici à la cigarette, mais ça peut être à la drogue, ça peut être à l'alimentation, on peut être dépendant au sucre, au fait de manger du chocolat, à l'alcool, enfin il y a toutes sortes de dépendances. Ici, je vous ai mis le soleil. C'est pas si évident ça, le rapport entre le soleil et la santé. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être les cancers de la peau, effectivement, ça c'est un lien qu'il y a entre le soleil et la santé. On va voir qu'on est mieux aussi, en meilleure santé, quand on a quand même un minimum de soleil. D'ailleurs, je vais vous montrer une des vidéos qui est dans le mail que je vous ai envoyé, mais que je vais vous remontrer maintenant, parle de ça. Ici, l'argent. Ben, je vais vous montrer aussi une vidéo sur le fait que l'argent et la santé peuvent avoir un lien. Ça paraît pas évident, et pourtant, statistiquement, les personnes qui sont en meilleure santé sont les personnes qui ont le plus d'argent. Alors, ici, religion. Le lien entre religion et santé, il apparaît pas forcément comme étant évident, et pourtant il est là. La religion peut avoir un impact positif sur la santé, souvent positif. Quand ça a un impact négatif, alors on parle généralement plus de religion, mais de croyances ou voire de mouvements sectaires. Mais par exemple, si je vous parle de boire de l'alcool, eh bien, vous allez peut-être m'opposer à un interdit religieux qui est tout à fait valable parce que effectivement, c'est comment dire, c'est un des préceptes religieux qui est là et qui limite justement les problématiques liées à l'alcoolisme. Voilà, si je vous parle par exemple également de manger du porc, beaucoup d'entre vous vont me dire oh mon Dieu, quelle horreur, non, le porc c'est un animal sale. Eh bien, ce principe qui est religieux est basé vraiment sur un impératif de santé. Pourquoi est-ce qu'on a interdit la consommation de la viande de porc? C'est parce que la viande de porc est une viande qui véhicule facilement des maladies, surtout quand elle est mal cuite. Donc, actuellement, si vous mangez du jambon, vous n'auriez rien au niveau maladie. Je ne vous oblige pas à manger du jambon, évidemment. Mais en tout cas, historiquement, c'était une viande qui véhiculait beaucoup de parasites et beaucoup d'infections. Et donc, ça a été interdit d'un point de vue religieux. Donc, la religion peut avoir un impact au niveau de la santé. Alors, top. Oui, voilà. Donc, si je continue, j'en arrive à la définition du terme santé. Alors, vous n'en avez qu'une seule dans votre syllabus, c'est celle-ci. Je vais d'abord vous donner celle qui a été reprise dans 2 dictionnaires. Donc, il y a le Larousse. Et le Larousse présente la santé comme l'état de celui qui est sain, qui se porte bien, ou comme l'état habituel d'équilibre de l'organisme. Donc, l'organisme, c'est le corps humain. Et le Robert, lui, il parle d'un bon état physiologique. Alors, physiologique, vous savez ou pas, c'est le fonctionnement du corps humain. Donc, bon état du fonctionnement du corps humain d'un être vivant, ou fonctionnement régulier et harmonieux pendant une période appréciable, donc pendant une longue période. Alors, ces 2 définitions, elles parlent vraiment de la santé au niveau du corps. Et il y a une 3e définition que je vous ai mis, qui est dans votre cours, qui est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On verra un peu ensemble ce que c'est l'OMS, parce que vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps. Donc l'OMS, il va définir la santé comme un état de complet bien-être physique, psychique et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors, vous l'avez dans votre syllabus, cette définition. Elle est ici, juste en dessous de ce que vous venez de compléter. Attendez, je vous la mets en plein écran. Tac, voilà. Donc,
Ça va? Donc vous avez complété ici au-dessus. Et donc, toujours à la page 4, vous avez en dessous, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie, d'infirmité. Donc, mental, c'est la même chose que psychique ou psychologique. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ça peut vouloir dire que pour être en bonne santé, il faudrait aller vers un bien-être au niveau de son corps, au niveau de ce qui se passe au niveau du mental et au niveau social, donc dans ses relations avec les autres. Donc c'est une définition qui est vraiment très très large et donc qui touche à 3 niveaux. Ça va? Donc bien-être physique, c'est le fait de se sentir bien dans son corps, ça va? Et éviter effectivement, alors à ce moment-là, les maladies ou les infirmités qui sont présentées après. Le bien-être psychologique ou mental, c'est être bien au niveau de sa tête, avec effectivement l'absence de maladie mentale ou l'absence de dépression, de symptômes comme ça, mais également le fait simplement de se sentir bien mentalement, ce qui n'est pas toujours évident. Et socialement, c'est dans les relations, les interrelations avec les autres. Donc, c'est pas évident. On dit que c'est pas juste ne pas être malade ou avoir une infirmité. Une infirmité, c'est un relatif synonyme de handicap. Un handicap qui n'est pas forcément permanent ou un handicap permanent. Et donc, c'est une conception vraiment très très large. Ça veut dire que si on considère qu'une personne n'a pas de maladie, ça va, si on fait un test, on fait une prise de sang, on voit qu'elle n'a pas d'infection virale, est-ce que ça veut dire forcément qu'elle est en bonne santé? Ben, peut-être pas, peut-être qu'elle se sent mal parce que elle est seule dans la vie, ou elle a des problèmes relationnels à son travail, ou elle a des difficultés qui la stressent. Eh bien, à ce moment-là, on va considérer que la personne n'est pas tout à fait en bonne santé. Alors, si on revient au diaporama. Hop. J'apprends hein, à faire en ligne, c'est pas évident. Voilà, là je pense que vous voyez. Donc, si j'en reviens à ça, voilà, si on a ces 3 personnes-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une de ces personnes qui est réellement en bonne santé? Donc, si vous les observez toutes les 3, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ici, est-ce que cette dame a l'air en bonne santé? On ne sait pas, en tout cas on voit qu'elle a un visage anxieux, elle tient sa tête entre ses 2 mains. Est-ce qu'elle a des difficultés psychologiques, mentales? Difficile à dire. Alors si on regarde cette petite fille, là c'est peut-être plus évident en tout cas de pointer une difficulté parce qu'elle a manifestement une problématique de santé qui a trait à l'obésité. Donc là c'est peut-être plus évident. Et ici, est-ce que ce monsieur est en bonne santé? Alors souvent, je l'avais montré ce diaporama, je l'avais déjà passé l'année passée. Alors les élèves me disaient oui, si, ce monsieur-là est en bonne santé. Eh bien, si on prend la définition vraiment de la santé selon l'OMS, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il existe des personnes qui sont en bonne santé? En fait, c'est compliqué d'affirmer ça, dans le sens où vraiment le parfait état psychologique, physique et social n'existe pas pour personne. Il y a toujours une difficulté. Et donc, du coup, on va dire que l'état de santé, c'est dynamique. Ça veut dire qu'on va essayer de tendre vers cet état de parfait bien-être. Mais qu'y arriver à 100%, c'est vraiment compliqué. Et donc, on va être dans une relation à la santé qui est fluctuante. Ça va? On s'approche plus ou moins d'un état de santé optimal où on s'en éloigne. Et en fonction des moments de la vie, on n'est pas forcément dans un état de santé qui est aussi optimal que celui qu'on voudrait atteindre. Et l'objectif de l'OMS est d'essayer de pousser la population mondiale à être le plus proche possible de cet état de santé parfait, d'un total état de bien-être physique, psychologique et social.
Alors, je vais vous sauter la partie sur l'OMS parce que ça, je préfère vous le présenter quand vous pourrez directement poser des questions. Mais ce que je vais vous présenter, je vous ai mis dans le mail que je vous ai envoyé, je vous ai mis des petits liens avec justement des facteurs qui peuvent influencer la santé. Mais comme je vous ai montré différentes photos, je vais vous en passer deux là maintenant pour qu'on puisse, elles sont assez courtes, hein, mais pour qu'on puisse, pour que je puisse, on peut pas en discuter puisque vous savez pas me répondre, c'est malin, mais pour qu'en tout cas je puisse vous faire un petit retour là-dessus. Les autres, vous pouvez les regarder chez vous, c'est chaque fois des petites capsules assez courtes, mais qui montrent comment la santé est influencée par différents facteurs. Et puis, je vous demanderai un petit travail à faire. Donc voilà, je vais vous remettre ici, tic tic, hop. Et donc, voilà. Donc, la santé est influencée par différents facteurs. Je vous en ai mis certaines. Là, je vous ai parlé de la religion. Donc, si ça vous intéresse, regardez peut-être celle-ci chez vous, là. Ça, c'est toute une problématique qui est liée à l'excision. Ce sont des croyances. Comme quoi, pour la santé de la petite fille, il faut pratiquer des mutilations au niveau sexuel. C'est lié aux croyances, mais ça a un impact très négatif au niveau de la santé. Ici, décès suite à un refus de transfusion, ça c'est aussi au niveau d'une secte qu'on appelle les témoins de Jéhovah qui refusent les transfusions, mais ça a un impact négatif. Je vous parlais effectivement de l'impact positif dans des religions qui, par exemple, interdisent l'alcool. Des croyances peuvent avoir aussi un impact négatif. Alors, celle que je vais vous montrer ici, c'est celle qui concerne l'argent. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'au plus on a de l'argent, au plus on est en bonne santé. Mais on va voir aussi qu'au moins on en a, au plus on risque d'être en mauvaise santé, justement. Hop, hop, hop. Ah, pourquoi il n'y a pas de son? Pam, pam. Lynn Legrand est guyanaise. Blessée à Cayenne en 2013 lors d'une agression, elle devenait aveugle. Lynn Legrand est guyanaise. Ah, attendez, 2 minutes. Lors d'une agression, elle devenait aveugle et a dû être hospitalisée d'urgence. Et donc, je me suis retrouvée affondue comme Après plusieurs mois d'hospitalisation, Et, sans donc, refuge, je me elle suis se retrouve retrouvée à la rue. Le sort s'acharne. Après plusieurs mois d'hospitalisation, Hop. Voilà. Lynn Legrand est guyanaise. Blessée à Cayenne en 2013 lors d'une agression, elle devenait aveugle et a dû être hospitalisée d'urgence en métropole. mon petit pactole a fondu comme un jour soleil. Et donc, je me suis retrouvée SDF. Après plusieurs mois d'hospitalisation, sans refuge, elle se retrouve à la rue. Le sort s'acharne. Diabétique, elle est amputée d'une jambe suite à une infection. Lynn entame alors une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. C'est là qu'elle rencontre Antoine, chez qui elle loge depuis 3 mois. Je lui ai proposé, si elle voulait, même si ce n'était pas très grand, mais en tout cas, en attendant qu'on trouve une solution, plutôt que de rester dehors, de venir chez moi. Antoine et Lynn cohabitent dans ce simple studio, mais la Guyanaise de 47 ans est régulièrement hospitalisée, 14 mois au total sur les 2 années qu'elle a passées en métropole. Entre ces périodes, je suis dans la rue. Et parce que je suis dans la rue que je retourne à l'hôpital. On va y aller jusqu'à quelle os? Chaque fois que je suis dehors, je perds un bout d'os. Une partie de sa jambe d'abord, puis plusieurs orteils. À cause de la rue, Lynn a le sentiment d'avoir tout perdu. Ces mains-là savent faire de la broderie, de la peinture, de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité. Et ces mains-là, elles n'ont plus aucune valeur. Et pourtant, je suis arrivée de Guyane avec 2 mains bien qualifiées. Lynn a obtenu à l'automne
pérenne. Antoine l'a aidé à constituer un dossier de droit au logement. La réponse est tombée, son cas n'est pas prioritaire. Alors si Lynn, qui est handicapée, qui est malade, et donc qui est à la rue, n'est pas un cas prioritaire, je ne sais pas finalement quels sont les cas prioritaires pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Comme Lynn, plus de 140 000 personnes vivent dans la rue ou en hébergement d'urgence, avec un impact indéniable sur leur santé. L'espérance de vie d'un sans-abri est de 49 ans. Voilà, donc ça c'est un premier petit film qui vous montre effectivement que donc dans le cas de cette dame, elle se retrouve sans argent à la rue avec un problème de santé. Eh bien, que se passe-t-il au niveau de son problème de santé? Il ne fait que s'aggraver parce que justement, elle n'a pas ce rapport qui lui permet de financer ses soins de santé. Et donc ça c'est classique. Il y a énormément de gens, par exemple en Belgique, qui n'ont pas les moyens de payer des soins au niveau des soins dentaires. Donc beaucoup de gens qui ne soignent pas leurs dents. Si vous avez voyagé un petit peu, vous avez certainement voyagé un petit peu, eh bien vous voyez bien que dans des régions du monde, les dents, ça c'est vraiment quelque chose auquel on voit que les gens n'ont pas accès à des soins de santé. Ça se voit assez vite dans les populations précarisées, c'est là que ça se marque. Mais pas uniquement. Par exemple, il y a des soucis au niveau alimentaire. Alors ça paraît l'inverse de ce que ça devrait être, mais en Belgique, par exemple, ce sont les populations les plus précarisées qui sont le plus confrontées à des problèmes d'obésité. Puisque manger en fait sain et équilibré coûte plus cher que de se nourrir mal. Donc du coup, on a affaire avec ça. C'est aussi plus compliqué, effectivement, si on n'a pas les moyens financiers de payer du sport ou de payer des choses qui permettent justement de rester en forme et de garder un mode de vie plus sain. Donc ça, c'est un premier facteur qui peut influencer la santé. On va voir qu'il y en a d'autres. Là, je vous ai choisi également un petit reportage sur la météo. Parce que ça paraît pas toujours évident que ça a un impact sur la santé, ça. Alors, je vais essayer de le lancer. C'est génial. Il fait super beau, on est content à Toulouse. Limite un peu trop chaud. Non, c'est pas agréable du tout. C'est un petit peu morose et on le ressent sur le comportement des gens. Le matin, assez fatigué, du mal à se lever, voilà. Mais bon, il faut bien venir travailler et la vie continue, quoi. L'être humain a ceci d'extraordinaire qu'il est optimiste. Pourtant, la météo maussade, pluie et grisaille commencent à mettre à mal les organismes. En avril, on a enregistré 159 heures de soleil seulement, soit un déficit de 27 heures par rapport à la normale. Les signes de dépression saisonnière observés en hiver se poursuivent jusqu'aux portes de juin. Des gens qui sont bougons, qui sont un petit peu irritables, qui fonctionnent un petit peu plus lentement, qui sont somnolents, qui sont fatigués, et puis qui ont une appétence, encore une fois, pour les aliments un petit peu sucrés, pour compenser. Car le soleil et la lumière jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps humain. Elle a un rôle d'antidépresseur, elle a un rôle de synthèse de la vitamine D, puisque c'est par le biais de l'exposition au soleil que l'on va sécréter cette hormone, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont carencés. Pour remédier à tout ça, quelques pistes: s'exposer au moindre rayon de soleil, ingurgiter de la vitamine D après avis médical, acheter une lampe de luminothérapie, il vous en coûtera quand même 300 € environ. À défaut, un aller-retour sous le soleil crétois devrait faire l'affaire. Voilà. Oh. C'est génial. Voilà. Alors donc, météo et santé. Donc voilà, on voyait dans la vidéo que le mauvais temps entraînait une certaine morosité chez les gens. Il y avait une dame qui expliquait qu'elle avait du mal à se lever. Et ça, c'est certainement quelque chose que vous avez tous remarqué chez vous. Quand vous êtes en hiver et que vous devez venir à l'école, c'est beaucoup plus dur de se lever que si vous êtes en été et que tout va bien, qu'il fait clair dès le matin. Vous vous sentez certainement mieux pendant les vacances également que quand c'est l'hiver ici. Eh bien, il y a effectivement le facteur qui fait qu'on n'a pas envie de sortir quand il fait gris, quand il fait noir, ça c'est logique, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a un impact de la luminosité
sur une hormone au niveau du cerveau qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent en forme. Et donc c'est tout à fait véritable que des gens font plus de dépression au moment de l'automne quand la luminosité baisse. C'est pas uniquement psychologique, c'est également physiologique. C'est également le cerveau qui ne fabrique plus cette hormone qui permet d'être de bonne humeur. Et donc, qu'est-ce qu'on a alors? En Belgique, on a une luminosité qui est faible. Pas encore comme les pays du Nord, Norvège et compagnie, mais on a quand même une luminosité qui est plus faible que si on va dans les pays du Sud, sud de la France ou Maroc, etc., où là, on est plus exposé à la lumière. Eh bien, on a des maladies qui sont typiques de nos régions. Et ce qu'on va développer beaucoup plus ici, ce sont des maladies de type dépression, justement. Alors ça peut être lié à la culture aussi, hein. On a une culture où on va plus vite se culpabiliser. Quand quelque chose ne se passe pas très très bien dans nos pays ici, au niveau de la culture, on va plutôt voir ce qu'on a fait soi-même qui fait que ça ne va pas. Et donc fatalement, comme on se culpabilise, ça augmente cette tendance à la dépression. Si on va plus vers le sud, on a beaucoup plus tendance à dire ah c'est comme ça, Inch'Allah, si le problème est arrivé, c'est qu'il devait m'arriver. C'est aussi culturel, mais il n'y a pas que ça. La météo a un impact aussi. Donc là, voilà, ça permet de voir que la météo peut avoir un impact au niveau de la santé. Voilà, alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder donc les liens vidéo que je vous ai mis, qui sont ici dans mon PowerPoint. Attendez, hop, hop. Ah. Oh. Ah, voilà, j'y suis. Voilà, tous ces liens-là, vous les avez dans le mail que je vous ai envoyé. Donc, regardez-les, ça va vous permettre de comprendre en quoi la santé peut être influencée par divers facteurs. Alors, on va en revenir au syllabus. Donc, voilà, je vous avais arrêté à la page ici. La page 4 avec la définition de la santé, ça va. Donc la santé, vous pouvez vraiment mettre en fluo cette définition-là. J'espère que vous l'avez bien compris. Ça va, elle est bien expliquée ici. Pour le moment, tout ce qui concerne l'OMS, on met ça de côté. Je reparlerai un petit peu. Mais par contre, ce que je voudrais bien que vous fassiez, pour être sûr que vous avez compris cette définition de la santé, je vais vous demander à chacun et chacune de regarder les questions qui se trouvent ici, fin de la page 5, début de la page 6. Donc, je vous demande de donner un exemple de facteur physique qui peut avoir un impact sur la santé. Ça va, un exemple de facteur physique, donc c'est quelque chose de corporel. Ensuite, un exemple de facteur psychique, psychologique, mental, ça va, qui peut avoir un impact sur la santé. Un exemple de facteur social, donc au niveau relationnel, qui peut avoir un impact sur la santé. Et puis la dernière question, là, c'est pas la peine de me l'envoyer, ça va, c'est le cours d'éducation à la santé. De par son programme, on ne parlera que de tout ce qui concerne les facteurs physiques. Et il y a d'autres cours qui parlent des autres volets de la santé. Je vous posais la question, ça on en aurait parlé au cours oral, donc c'est plus les cours de psycho, les cours de CR qui vont parler alors à ce moment-là plus de la santé sociale ou de la santé psychologique. Mais donc voilà, je vais vous demander de m'envoyer un petit message via Smart School et vous me répondez, vous me donnez la réponse à ces trois questions-là, ça va, comme ça me permet un petit peu de vous découvrir. Et une autre chose, évidemment, si... Hop, attendez, je sors. Voilà, donc ça, fin de la page 5, fin de la page 6. Et si vous avez des questions éventuelles actuellement sur le cours, vous n'hésitez pas à les ajouter. Ça va, donc vous trouverez, moi je vous rappelle que mon nom c'est Madame Goffard, donc vous trouverez mes coordonnées via votre Smart School. Et donc j'attends vos petits messages avec les réponses aux 3 questions. Et vous pouvez m'envoyer ça pour dimanche prochain, ça veut dire au plus tard, hein, si je l'ai avant c'est bien aussi. Mais donc pour le 13 du 9, je veux bien les réponses aux questions.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne rentrée. J'espère que ça se passe bien et à bientôt.